On n'aurait pas dû forer là-bas. C'est tout le problème. Si on avait suivi le plan initial approuvé 3 mois plus tôt, on aurait juste coulé du béton dans l'ancien secteur et on serait passé au site suivant. Mais le client, qui était en fait une agence gouvernementale dont je ne peux pas révéler le nom, a changé les spécifications techniques à la dernière minute. Je m'appelle Jack. J'étais ingénieur en chef dans une entreprise de démantèlement d'anciens sites industriels et militaires. Notre mission était dans le complexe de Hanford, dans l'État de Washington, un immense terrain désertique jonché de vestiges de la guerre froide. Pendant des décennies, on y a produit du plutonium pour des armes nucléaires. C'était maintenant l'endroit le plus radioactif de l'hémisphère occidental et, par conséquent, le projet de décontamination le plus vaste et le plus coûteux de l'histoire. Notre boulot n'était qu'une goutte d'eau dans cet océan. On s'occupait de démolir et de conserver les structures terrestres et souterraines peu profondes, qui n'étaient pas directement liées d'oxygène au réacteur. Un boulot ennuyeux et routinier, consistant principalement à détruire du béton et de l'acier. C'est exactement ce qu'on faisait début octobre 2023. Notre cible était un vieux centre de communication, ou plutôt ce qu'il en restait. D'après les documents, c'était une série de couloirs souterrains et de pièces qu'il fallait remplir avec un mélange spécial. On a commencé à forer pour installer des tuyaux d'injection. Les premiers étrous se sont faits sans problème, le forêt pénétrait dans le sol, puis dans le vieux béton, et le programme indiquait qu'on avait atteint la profondeur voulue. Mais au 7e trou, ça a dérapé. Mike, notre chef d'équipe de forage, m'a appelé par radio. « Jack, viens au point 7. Il y a quelque chose de bizarre, ici. » Je me suis approché. Le forêt était arrêté. Les voyants d'alerte de pression et de densité clignotaient sur l'écran de l'opérateur. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. « On a traversé la couche supérieure du sol et on est entré dans la dalle de béton, comme prévu, » a répondu Mike en montrant les chiffres sur l'écran. On a traversé 4 pieds d'eau de béton armé, puis le vide. Le capteur indique une perte de résistance. C'est comme s'il n'y avait rien sous la dalle. C'était bizarre. D'après tous les plans qu'on avait étudiés pendant des semaines, il devait y avoir une couche de terre compactée, sous cette dalle, puis de la roche. Pas de vide. Peut-être un gouffre karstique? Il s'est formé au fil des ans? Ai-je suggéré. Mike a secoué la tête. Ça ne ressemble pas à ça. La perte de pression a été instantanée, comme si on avait cassé la coquille d'un œuf. Et regarde ça. Il m'a montré les données de la sonde acoustique. Le signal rebondissait sur quelque chose de dense à environ 10 mètres sous notre foreuse. Il n'y avait que du vide entre nous et cette surface. Bon, arrêtez tout, ai-je ordonné. Aucune autre action tant que nous n'avons pas compris ce qui se passe. J'ai contacté Harris, notre chef de projet. C'était un homme de la vieille école qui détestait 2 choses, les surprises et les écarts par rapport au budget. Cette situation combinait les deux. Il est arrivé sur le site 22 minutes plus tard, l'air mécontent. Je l'ai mis au courant. « Un vide ?» a-t-il répété. « C'est impossible. J'ai personnellement vérifié tous les plans des archives fédérales. Il n'y a rien. » « Pourtant, c'est bien là, » ai-je répondu. « Et c'est assez grand. 30 pieds de haut, d'après la sonde. » Harris regarda longuement les plans étalés sur le capot de son pick-up, puis la foreuse, puis la terre poussiéreuse sous ses pieds. « Appelle les géomètres, qu'ils scannent tout ce carré avec un géoradar. Je veux connaître les dimensions de cette chose. Et pas un mot à personne en dehors de notre équipe. Compris ? » « Compris. » répondis-je en hochant la tête. Les géomètres travaillèrent jusque tard dans la soirée. Leurs résultats étaient déconcertants. Sous nos pieds, à environ 12 pieds de profondeur, se trouvait une gigantesque structure en béton. Ce n'était pas simplement une dalle, mais la partie supérieure d'une immense boîte. Un rectangle parfait mesurant environ 100 pieds sur 200.
Les murs s'enfonçaient d'au moins 30 pieds. C'était la limite de leur équipement. La structure était hermétique, et le plus important, c'est qu'elle n'apparaissait sur aucun des documents auxquels on avait accès, ni sur les cartes militaires des années 60, ni sur les plans d'ingénierie des années 70, ni dans les registres cadastraux actuels. C'était un fantôme de béton et d'acier. Harris, après avoir reçu le rapport, est devenu blanc comme un linge. Il a passé plusieurs heures dans son bureau temporaire, au téléphone avec tout le monde. Le lendemain matin, le site était bouclé. Ce ne sont pas nos superviseurs habituels du ministère qui sont arrivés, mais des gens d'un autre genre. Ils portaient des costumes stricts, avaient le visage sévère et disposaient donc de pouvoirs leur permettant de donner des ordres à mes supérieurs. Nous, les entrepreneurs, avons été éloignés à une distance de sécurité. Pendant plusieurs jours, le silence a régné. Nous sommes restés assis dans notre campement et avons observé l'arrivée sur le site d'un équipement nouveau et inconnu. Puis, Harris et moi avons été convoqués à une réunion. Dans le wagon de commandement amené par ces gens, se trouvait un homme d'une 50aine d'années. Il s'est présenté comme Monsieur Thompson. Il n'a pas précisé à quelle administration il appartenait. Monsieur Harris, Monsieur Miller, a-t-il commencé sans préambule. Nous avons examiné les informations que vous nous avez fournies. On a aussi regardé les archives auxquelles vous n'avez pas et n'aurez pas accès. Cette structure n'était répertoriée nulle part. Elle n'existe pas officiellement. Il a fait une pause pour nous laisser assimiler ce qu'il venait de dire. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, on doit découvrir ce que c'est, et vous allez nous aider. Votre mission est d'ouvrir cette structure, avec précaution. On veut y accéder en causant le moins de dégâts possible. Harris tenta de protester, invoquant les protocoles de sécurité et les risques inconnus. Monsieur Harris, l'interrompit Thompson d'un ton glacial, vos protocoles ne s'appliqueront plus ici. Tu vas suivre nos instructions. Ton équipe a tout le matériel nécessaire pour couper le béton. Tu vas faire un trou ici. Il pointa du doigt un endroit sur le nouveau schéma qu'il avait imprimé à partir des données du géoradar. La taille est de 6 pieds sur 6. D'après nos estimations, la dalle fait 4 pieds d'épaisseur. Au boulot. Les 24 heures qui ont suivi ont été remplies de par le bruit monotone des découpeurs, plasma et le grincement des scies diamantés. On travaillait en combinaison de protection chimique complète, même si les compteurs Geiger étaient améliorés et silencieux. Les hommes de Thompson surveillaient chacun de nos mouvements. Finalement, un énorme morceau de béton a été découpé sur tout le périmètre. Une grue puissante l'a accroché et l'a soulevé avec effort. Une fois la dalle retirée, on a découvert une couche de quelque chose qui ressemblait à du plomb et en dessous, une épaisse plaque d'acier. Pas de rouille. Les soudures étaient parfaites. Au milieu de la plaque se trouvait une trappe massive, semblable à celles installées sur les sous-marins, mais sans gouvernail. À la place, il y avait un mécanisme de verrouillage complexe qui semblait impossible à ouvrir de l'extérieur. Les hommes de Thompson ont fait venir un spécialiste, un homme d'un certain âge avec une mallette remplie d'outils exotiques. Il a passé plusieurs heures à tripoter la serrure. On restait à l'écart, observant son travail silencieux et concentré. Finalement, il y a eu un clic sourd, et le spécialiste s'est écarté en faisant un signe de tête à Thompson. L'air a sifflé. La pression à l'intérieur était plus forte qu'à l'extérieur. Le sifflement a duré près d'1 minute, et quand il s'est arrêté, une odeur bizarre flottait dans l'air. Une odeur stérile, médicale, avec des notes d'ozone et d'autres choses d'inconnues. Ce n'était pas l'odeur de pourriture ou d'air vicié qu'on s'attend à trouver dans une pièce fermée depuis des décennies. C'était l'odeur d'un système en fonctionnement. 2 gars du groupe de Thompson, en combinaison de protection lourde avec un système respiratoire fermé, ont réussi à tourner et ouvrir la lourde trappe.
Ils ont braqué leur lampe vers le bas. Il y avait un escalier vertical qui descendait dans le noir. « Vérifiez l'air », a ordonné Thompson. Le spécialiste a descendu un analyseur à l'aide d'un câble. Au bout de quelques minutes, il s'est redressé et a rapporté « L'atmosphère est respirable. Teneur en oxygène, 21%, azote, 78%, traces d'argon, gaz carbonique normal, rayonnement, 0. Aucun polluant biologique ou chimique n'a été détecté. L'air est plus pur qu'ici, en haut. » Thompson hocha la tête. « Descendons. » Harris et moi devions suivre en tant que conseillers techniques. On nous a donné des masques de respiratoire simples et des lampes. Une équipe de 4 soldats est partie en premier, suivie de Thompson, puis de nous. L'escalier était en acier inoxydable et descendait sur une trentaine de mètres. Il se terminait sur une petite plateforme devant une porte hermétique, identique à celle du haut, mais ouverte. Derrière elle s'ouvrait un long couloir droit. Les murs, le sol et le plafond étaient faits de panneaux lisses et sans joints, de couleur gris clair. Il y avait de la lumière. Faible, uniforme, elle semblait provenir du plafond lui-même. Aucune lampe ni aucun luminaire n'était visible. Et nous avons entendu un bruit, un léger bourdonnement constant provenant de la ventilation. On a avancé lentement. Nos pas résonnaient dans le silence. Le couloir faisait environ 150 mètres de long et se terminait par un mur en verre épais et teinté. Derrière le verre, il y avait une pièce. Quand on s'est approché, les lampes ont éclairé ce qui se trouvait à l'intérieur, et on s'est figé. Il y avait des gens, 7, 4 hommes et 3 femmes. Ils portaient tous des combinaisons grises identiques, sans aucun signe distinctif. Un homme était assis sur une simple chaise en métal au milieu de la pièce. Un autre se tenait debout contre le mur du fond, la main posée sur un panneau lisse. Une des femmes, dit-on, était assise par terre, les genoux serrés contre elle. Les autres se tenaient debout, dispersés dans la pièce. Ils ne bougeaient pas. Ils regardaient simplement. Pas vers nous, mais droit devant eux, vers un mur de verre, mais leur regard était vide, flou. Ils ressemblaient à des figures de cire dans un musée. Leur peau était pâle, mais pas cadavérique. Ils avaient là tous les cheveux coupés courts. Ils semblaient avoir entre 30 et 50 ans. « Ils sont vivants ?» murmura Harris. Personne ne répondit. On restait là à les regarder, et eux, ils regardaient dans le vide. Thompson porta la radio à ses lèvres. « Base, ici Thompson. Nous avons un contact visuel. 7 sujets. Ils semblent vivants. La pièce est hermétique. Envoyez une équipe médicale, immédiatement. » Pendant que nous attendions les secours, nous avons examiné le mur près de la vitre. Il y avait des fentes étroites qui ressemblaient à des boîtes aux lettres. À l'intérieur de l'une d'elles, on pouvait voir le bord d'un conteneur métallique ressemblant à un plateau repas militaire. La ventilation était un peu plus bruyante à cet endroit. Le système de survie était en marche. Quelqu'un ou quelque chose avait-il nourri et oxygéné ces gens pendant combien d'années? L'équipe médicale est arrivée une demi-heure plus tard. Elle était dirigée par un docteur du nom de David, un homme énergique d'une quarantaine d'années. Lui et son assistant, également en tenue de protection, ont commencé à préparer leur équipement près de la paroi vitrée. Thompson leur a ordonné de ne pas essayer d'ouvrir la pièce, mais de se contenter d'un examen visuel. David s'approcha de la vitre et éclaira l'intérieur de la pièce avec une lampe médicale puissante. Il examina attentivement chacun des occupants. Aucun signe visible d'atrophie musculaire, marmonna-t-il dans sa barbe, sa voix étant relayée par le haut-haut-parleur de sa combinaison. La peau c'est normal, aucun signe de malnutrition. Les pupilles ne réagissent pas à la lumière. Attendez. Il dirigea le faisceau de sa lampe vers le visage d'une femme assise sur le sol. Elle cligna lentement, très lentement des yeux. « Ils sont bien vivants », dit David plus fort. «
Ils sont dans un état catatonique ou de transe. On doit faire des analyses de sang. Il faut... Et c'est à ce moment-là que quelque chose transforma cette situation bizarre en cauchemar. L'une des silhouettes, un homme qui était resté immobile contre le mur du fond, tourna lentement la tête. Ses mouvements étaient fluides, anormalement fluides. Il ne tourna pas la tête vers le docteur, mais légèrement sur le côté, regardant droit vers son assistant, un jeune homme qui se tenait à quelques pas derrière David et tenait la mallette contenant le matériel. Le gars s'est figé. On s'est tous figés. L'homme derrière la vitre a ouvert la bouche et une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs installés quelque part dans le couloir. Pas forte, mais super claire, sans aucune intonation. Mécanique. « Kevin », a-t-il dit. L'assistant s'appelait Kevin. Personne n'avait prononcé son nom à voix haute ici, en bas. Il faisait partie des dizaines d'employés arrivés sur le site, et je le voyais pour la première fois de ma vie. Kevin lâcha la mallette. Les outils métalliques d'art s'écrasèrent sur le sol dans un grand bruit. Il se mit à respirer difficilement, les yeux écarquillés de terreur. « Il ne pouvait pas !» a-t-il haleté. « Personne ne sait. » Il a reculé, a trébuché et est tombé. Il était en pleine crise de panique. Il criait, arrachait son masque et se griffait le visage. Il ne pouvait pas connaître mon nom. Personne ne pouvait le connaître. David et les autres gars se précipitèrent vers lui pour le calmer. Thompson m'attrapa par le bras. « Tout le monde dehors, tout de suite, fermez la trappe, vite !» On s'est précipité dans le couloir, accompagné par les cris hystériques de Kevin. La dernière chose que j'ai vue en me retournant, c'était cette silhouette immobile derrière la vitre. L'homme qui avait prononcé le nom était déjà revenu à sa position initiale et regardait à nouveau dans le vide, comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, notre campement a été démonté. Nous, tous les employés de l'entreprise sous-traitante, avons été renvoyés chez nous après avoir signé un accord de confidentialité assorti de menaces telles que Harris tremblait en signant les papiers. C'était le premier jour. À l'époque, nous pensions encore qu'il y avait une explication rationnelle à tout cela. Nous avions tort. Ce n'était que le début. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un état d'inquiétude sourde et tenace. J'étais chez moi, à Seattle, mais je ne me sentais pas chez moi. J'ai été mis en congé payé, comme toute notre équipe. La version officielle pour ceux qui n'étaient pas sur le site était un retard de financement et une révision du projet. Ceux d'entre nous qui étaient descendus sur le site ont reçu des instructions spéciales et des documents qui, en substance, faisaient naître de ces événements un secret d'État. On n'avait le droit d'en parler à personne, ni à nos familles, ni à nos amis, ni entre nous. Toute violation était punie par des articles liés à la sécurité nationale. J'essayais de vivre normalement. J'allais au magasin, je regardais les infos, je répondais aux appels de ma famille. Mais tout ça semblait être un décor. Mes pensées revenaient sans cesse là-bas, dans ce couloir silencieux et stérile, sous terre. Je repassais sans cesse dans ma tête la scène avec Kevin. Son nom. Comment cet homme pouvait-il connaître son nom? J'essayais de trouver une explication logique. Peut-être y avait-il un insigne sur la combinaison de Kevin que nous n'avions pas remarqué? J'ai repassé tous les détails dans ma tête. Non, les combinaisons étaient standards, anonymes. Peut-être que Kevin avait crié quelque chose en entrant et que nous ne l'avions pas entendu? Non plus. Nous avions respecté le silence radio. Chaque explication rationnelle s'effondrait à la moindre analyse. Il ne restait qu'un fait irrationnel, un fait qui était à la base de tout. Il savait qui se trouvait de l'autre côté de la vitre. Ce fait remettait en question toutes nos hypothèses sur la situation. Ce n'était pas des victimes passives, enfermées dans une boîte de conserve. C'était autre chose. Je ne dormais presque pas. Quand je parvenais à m'assoupir, je voyais des combinaisons grises et des yeux vides et flous.
Je me réveillais au son d'un léger bourdonnement qui semblait provenir des murs de ma chambre, le même bourdonnement que celui de la ventilation souterraine. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'air là-dessous, une sorte de neurotoxine que leurs analyseurs n'avaient pas détectée. Cela semblait plus plausible que la réalité. Le 15e jour, j'ai reçu un appel. Le numéro était inconnu. La voix à l'autre bout du fil n'était ni celle de Harris, ni celle d'un membre de notre équipe. Elle était calme et professionnelle. « Monsieur Miller, ici le service de sécurité du projet Hanford. Vous devez revenir sur le site. Une voiture sera devant chez vous dans 1 heure. » Ce n'était ni une question, ni une demande. C'était un ordre. « Toute mon équipe ?» ai-je commencé. « Non » m'a interrompu la voix. « Vous seul, ne prenez rien avec vous. Nous nous occuperons de tout. » Le téléphone a été coupé. 1 heure plus tard, comme promis, une berline noire sans plaque d'immatriculation s'arrêta devant mon immeuble. Le trajet jusqu'à Hanford se fit dans le silence le plus total. Quand on arriva, je ne reconnus pas l'endroit. Notre modeste campement de sous-traitants avait disparu. À sa place, une véritable base mobile avait été installée. Le périmètre avait été élargi et était gardé par des militaires. Il y avait partout des modules temporaires, des laboratoires, des antennes de communication par satellite. Ça ne ressemblait plus à un projet de recyclage. Ça ressemblait plutôt à une zone de combat ou au site du crash d'un vaisseau spatial. On m'a conduit dans le même wagon de commandement où j'avais rencontré Thompson pour la première fois. Il était là, assis à une table encombrée de documents et de schémas. Il avait l'air épuisé. À côté de lui se trouvaient 2 autres personnes, une femme en blouse de laboratoire et un homme en uniforme militaire avec des insignes de colonel. « Jack », dit Thompson en me saluant d'un signe de tête, sans formalité. « Merci d'être venu. Je te présente le docteur Alina Reid, notre consultante scientifique en chef, et le colonel Grant, responsable de la sécurité du périmètre. Assieds-toi, paye-toi. » Je m'assis. L'ambiance dans la pièce était tendue. « On a besoin de ton aide, » continua Thompson. « T'es ingénieur, tu sais comment construire et comment détruire. Et on est face à un problème qu'on peut résoudre, ni par la force ni par la science. »« Que s'est-il passé ?» demandai-je. « Beaucoup de choses, » intervint le docteur Reid. Sa voix était calme, mais on sentait une fatigue de fer. Nous avons passé 2 semaines à étudier cette cellule. Nous avons établi plusieurs faits. Premier fait, le système de survie est totalement autonome. La ventilation, l'approvisionnement en nutriments, l'élimination des déchets, tout fonctionne en circuit fermé. On n'a trouvé aucun câble ou tuyau extérieur. La source d'énergie nous est inconnue. La composition nutritionnelle qu'ils reçoivent est parfaitement équilibrée pour maintenir la vie avec un minimum d'activité physique. Elle fit une pause et me regarda. Deuxième fait, et c'est le plus important. On a fait une analyse carbone des matières organiques s'y trouvées dans le système de filtration, ainsi qu'une analyse thermoluminescente des échantillons de béton que tu as prélevés. On sait quand le compartiment a été scellé. Elle a marqué une pause. 1974, à 6 mois près. Je suis resté silencieux, digérant l'information. 1974. Les technologies des panneaux sans soudure, de l'éclairage autonome et d'une biosphère autosuffisante, capable de fonctionner pendant 50 ans sans défaillance, n'existaient tout simplement pas à l'époque. Du moins, pas dans le domaine public. On a fouillé toutes les archives classifiées, a ajouté le colonel Grant. Les projets du ministère de la Défense, de la CIA, de la Commission de l'énergie atomique. Il n'y a aucune mention de la construction d'un truc comme ça dans ce quartier. Ce truc est un fantôme. Il n'a jamais existé. Et les gens à l'intérieur ? Ai-je demandé, revenant à l'essentiel. Rien, a répondu Thompson. Ils ne réagissent pas. On a tout essayé.
Des signaux sonores de différentes fréquences, des flashs lumineux, on leur a envoyé des messages vidéo, aucune réaction. Ils sont juste là. Ils mangent quand on leur sert leur repas. Parfois, ils se déplacent lentement dans la pièce. Ils dorment debout ou assis. Leurs signes vitaux sont stables, comme ceux des astronautes en orbite, à une exception près. Il regarda le docteur Reid. « L'impact psychologique, dit-elle. Les employés qui passent plus de 2 heures devant la vitre d'observation commencent à signaler des symptômes inquiétants. Maux de tête, désorientation, hallucinations auditives. Ils ont l'impression d'entendre des chuchotements. 3 d'entre eux ont développé une paranoïa aiguë. Ils ont dû être hospitalisés. Kevin, l'assistant, est toujours dans un état grave. Il ne parle pas. Il répète juste parfois le même mot. À l'intérieur, on ne sait pas ce qui leur arrive. Ça pourrait être des infrasons, un champ électromagnétique ou quelque chose qu'on ne comprend pas encore. C'est pour ça qu'on a décidé de les sortir de là, a conclu Thompson. Mais on a un gros problème. On ne peut pas entrer. Le verre qui sépare le couloir de la pièce est impossible à briser. Il ne réagit pas aux forêts diamantées, qui s'usent tout simplement. Le découpeur plasma s'éteint lorsqu'il s'approche de la surface. Tout appareil électronique complexe approché, à moins de 3 mètres du verre, tombe en panne. Ce n'est pas simplement un matériau résistant. C'est une technologie particulière. C'est pour ça qu'ils avaient vraiment besoin de moi. Vous voulez que je trouve un autre moyen d'entrer, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Exactement, a confirmé Thompson. Vous avez été le premier à inspecter le couloir. Vous êtes ingénieur civil. Nous voulons que vous étudiez la structure de l'intérieur. Les conduits de ventilation, les joints des panneaux, le sol, le plafond. Toute faille potentielle. On doit contourner cette porte. Une heure plus tard, je redescendais le même escalier. Cette fois, j'étais accompagné de 2 hommes du colonel Grant, armés, mais restant à distance. Le couloir vrombissant m'accueillit avec le même silence stérile. La lumière était toujours aussi faible et uniforme. Au bout du couloir, on apercevait une paroi de verre sombre. Sur ordre de Thompson, la lumière de la salle d'observation avait été éteinte pour ne pas alerter les habitants et réduire les risques pour nous. J'ai commencé mon travail. J'ai tapé sur chaque panneau des murs, à la recherche de cavités ou de changements dans le son. Tout était monolithique. J'ai examiné les joints. Il n'y en avait presque pas. Les panneaux étaient ajustés les uns aux autres avec une précision microscopique. Je me sentais comme une fourmi rampant à la surface d'un morceau de métal massif. Mon attention a été attirée par des grilles d'aération situées au sol tous les 6 mètres. Elles étaient faites du même matériau que les murs. J'ai essayé d'en dévisser une. Les boulons ont cédé étonnamment facilement. Derrière la grille, il y avait un conduit d'aération rectangulaire, parfaitement propre, qui s'enfonçait dans le mur. J'ai appelé un des techniciens qui attendait en haut. Il a apporté un endoscope portable, un câble fin et flexible, avec une caméra et une lampe à son extrémité. « Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur », ai-je dit. On a introduit la caméra dans le conduit d'aération. Une image est apparue sur le petit écran. Des parois métalliques parfaitement lisses. Pas un grain de poussière. On a lentement avancé le câble. Le conduit était droit, puis tourné à angle droit vers le haut. On a passé le virage. L'image à l'écran était toujours la même. Un tunnel vide et propre. On a avancé la caméra de 3 mètres. Et là, quelque chose est apparu à l'écran. Au milieu du conduit d'aération se trouvait un petit objet. Il était parfaitement cubique, d'environ 1 pouce sur 1 pouce, fait d'un métal sombre et mat. Il ne faisait pas partie de la structure. Il était juste là. « C'est quoi, bon sang ?» marmonna le technicien. « Je sais pas », répondis-je en regardant l'écran. « On dirait une pièce détachée ou un déchet. » Mais ce n'était pas un déchet.
Il ne pouvait pas y avoir de déchets dans ce système stérile. Alors que nous regardions, essayant de comprendre ce que c'était, le cube à l'écran bougea légèrement. Puis, il pivota lentement, de 45 degrés autour de son axe. Tout seul, un frisson me parcourut le dos. « Vous avez vu ça ?» murmura le technicien. Je n'eus pas le temps de répondre. L'un des soldats derrière moi jura à voix basse. « Monsieur, regardez !» Je me retournai et regardai au bout du couloir, vers la vitre sombre. Je ne voyais rien, mais le soldat regardait dans un appareil de vision nocturne. Je lui ai pris ses jumelles, qui avaient fait la même fonction. L'obscurité derrière la vitre s'est transformée en une image verdâtre et des granuleuses. 6 silhouettes étaient là, toujours là, immobiles, comme avant. Mais la 7e, l'une des femmes, celle qui était assise par terre, était maintenant debout. Elle s'est approchée tout près de la vitre, juste en face de nous. Elle a levé la main et a appuyé sa paume contre la barrière invisible. Son visage était dépourvu de toute expression, mais ses yeux, même à travers l'optique déformante, étaient jantés fixés sur moi. Elle ne regardait pas simplement dans le couloir, elle me regardait. À ce moment précis, le cube dans la ventilation tourna à nouveau. Un bruit sourd et croissant se fit entendre dans mes oreilles. Ce n'était pas celui de la ventilation. C'était un autre bruit, plus grave, plus vibrant. Je sentis la nausée monter dans ma gorge. « On s'en va », ai-je dit en essayant de ne pas trembler. Tout de suite. On était rapidement remonté. Quand j'ai émergé de la trappe dans l'air frais de la nuit, le bourdonnement dans mes oreilles avait cessé. J'ai tout raconté à Thompson. Il m'a écouté en silence, le visage figé. Jusqu'à ce moment-là, on était des explorateurs étudiant une anomalie. Ce jour-là, dans ce couloir, j'ai compris très clairement qu'eux aussi avaient commencé à nous étudier. Et le jeu a commencé selon leurs règles. On était assis dans le wagon de commandement. Il était 3 heures du matin, mais personne ne pensait à dormir. J'ai raconté en détail, en essayant de ne rien oublier, à Thompson, au docteur Reid et au colonel Grant, tout ce qui s'était passé en bas. La découverte dans la ventilation, le mouvement du cube, la femme près de la vitre. Quand j'ai fini, il y a eu un grand silence. C'est le colonel Grant qui l'a rompu. « Elle vous regardait », dit-il en se tournant vers moi. « Pas le soldat avec les lunettes de vision nocturne, mais vous précisément. Vous en êtes dit sûr ?»« Absolument », confirmai-je. C'était intentionnel, comme si elle savait qui d'entre nous dirigeait l'inspection. Et cela s'est produit en même temps que le mouvement de l'objet dans le conduit d'aération, dit le docteur Reid d'un air pensif. Elle dessinait quelque chose dans son carnet, des schémas, des flèches, des points d'interrogation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une action coordonnée. Ils nous montrent donc qu'ils contrôlent non seulement leur local, mais aussi les éléments à l'extérieur. Ce cube était leur capteur, ou leur manipulateur, ou les deux. « On doit le récupérer », dit Thompson d'un ton sec. Son air épuisé fit place à une détermination farouche. C'est le premier objet matériel de leur système auquel on peut accéder. Alina, que se passera-t-il si on le prend? Impossible à dire, répondit Reid sans lever les yeux de ses notes. La réaction peut être de toute nature, de nulle à extrêmement agressive. Ils peuvent donc considérer ça comme un acte d'intrusion. D'un autre côté, si on ne l'étudie pas, on restera des chatons aveugles qui tâtonnent dans le noir. « On le récupère », répéta Thompson, comme pour mettre un point de finale à une discussion qui n'en était pas une. « Jack, on a besoin d'un plan. Comment extraire cet objet de la bouche d'aération? Rapidement et avec un minimum de contact. Je ne veux pas envoyer de personnel là-dedans. On va avoir besoin d'un robot manipulateur, répondis-je après une brève réflexion. Quelque chose comme ce qu'utilisent les démineurs. Un bras flexible avec une pince et une caméra. On peut l'introduire dans le même conduit d'aération. Le problème, c'est la distance et le virage. Les modèles standards risquent même de ne pas passer. Trouvez-en un non standard,
lança Thompson. Vous avez accès à toutes les ressources de la base. Le colonel vous affectera une équipe de techniciens. Au boulot. Je veux que ce truc soit là avant l'aube. Les heures qui suivirent se transformèrent en une course effrénée. Les techniciens de Grant, 2 jeunes spécialistes très compétents, apportèrent plusieurs modèles de manipulateurs robotisés provenant de l'entrepôt. On a choisi le plus adapté, un long mécanisme ressemblant à un serpent, avec un corps segmenté qui pouvait se courber à des angles presque impossibles. On l'a modifié en ajoutant un éclairage supplémentaire et plusieurs caméras pour avoir une vue complète. Pendant qu'on bossait dans le hangar, je sentais des regards posés sur moi. Les soldats et les scientifiques qui passaient me jetaient des regards en coin, curieux. Je n'étais plus un ingénieur sous-traitant anonyme. J'étais celui qui avait trouvé quelque chose dans ce couloir maudit, celui que tout le monde regardait. Les rumeurs se propagent plus vite qu'un virus dans une base isolée comme celle-ci. J'entendais des bribes de conversation à propos de Kevin qui n'avait toujours pas repris connaissance, à propos d'autres employés qui présentaient des symptômes, à propos de chuchotements que certains auraient entendus même ici, à l'étage. Une atmosphère de paranoïa s'installait lentement mais sûrement. À 6 heures du matin, on était prêt. On est redescendu dans le couloir. Cette fois, l'ambiance était différente. Des capteurs et des caméras avaient été installés le long des murs. Plusieurs scientifiques en blouse de laboratoire étaient assis derrière des consoles provisoires disposées à l'entrée et surveillaient des dizaines d'écrans. On était plus nombreux, mais le silence semblait encore plus oppressant. On a installé notre robot serpent près de la grille d'aération. Je me suis assis devant le panneau de commande. L'image de la caméra principale du manipulateur est apparue sur l'écran principal. Je l'ai lentement dirigé vers l'intérieur. Les parois lisses du conduit d'aération se sont approchées. Virage, encore 3 mètres. Le voilà. Le cube sombre était toujours là, immobile. Contact visuel confirmé, ai-je dit dans le micro de mon casque. Ma voix a été retransmise au quartier général où se trouvaient Thompson et Red. « Commence la capture, Jack », a dit Thompson dans mon oreillette. « Fais gaffe. » J'avançai la pince du manipulateur. Les doigts d'arc métallique s'ouvrirent lentement au-dessus du cube. Je sentais la sueur couler dans mon dos. J'étais concentré sur l'écran, mais du coin de l'œil, je sentais la paroi de verre au bout du couloir. Je savais qu'ils nous observaient. J'ai commencé à abaisser la pince. « Stop !» a soudainement dit le docteur Red. « Jack, ne bouge plus. Nous avons de l'activité. » Je me suis figé, mes doigts suspendus au-dessus des boutons. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Thompson. L'un des sujets bouge. L'homme assis sur la chaise. Il s'est levé. Je n'ai pas pu m'empêcher de détourner les yeux de mon écran et de regarder vers la vitre. L'un des scientifiques derrière la console a basculé l'image de la caméra de vision nocturne sur le grand écran mural. L'homme en combinaison grise était bel et bien debout. Lentement, presque paresseusement, il s'approcha de la paroi de la pièce, pas vers la vitre, mais vers la paroi latérale. Il posa ses 2 mains dessus et s'immobilisa comme s'il tendait l'oreille. « Continue, Jack », ordonna Thompson après une courte pause. Lentement, je retournai au pupitre. La pince était à 1 pouce du cube. J'ai appuyé sur le bouton. Les doigts d'un métallique se sont refermés. Au moment où ils ont touché la surface du cube, 3 choses se sont produites en même temps. Premièrement, la lumière dans le couloir a clignoté et s'est éteinte pendant une fraction de seconde. Les lampes de secours sur nos casques et notre équipement se sont allumées dans l'obscurité. Puis, la lumière principale était revenue, mais sa couleur avait changé. Elle était un peu plus terne, avec une légère teinte rougeâtre. Deuxièmement, un son court et aigu a retenti dans les hauts haut-parleurs du couloir.
Ça ressemblait à un clic ou à un craquement statique, mais amplifié des centaines de fois. Il était tellement fort et inattendu qu'un des scientifiques a crié. La troisième chose, et la plus bizarre, s'est passée sur mon écran. Le cube que je tenais dans ma main était toujours là, mais sur le sol lisse du conduit d'aération, là où il était resté tout ce temps, une ligne à peine visible est apparue, fine comme une rayure, comme si le cube, pendant qu'il était là, avait enfoncé ou brûlé le métal. « C'était quoi ça ?» a crié Grant dans la radio. « Une surtension dans le réseau principal », a répondu un des techniciens. « D'origine inconnue, tous les systèmes de la base ont clignoté. »« Tout va bien ici », dis-je en essayant de garder une voix calme. La capture est effectuée. Je commence l'extraction. Je reculais lentement le manipulateur. Sur le grand écran, l'homme derrière la vitre était toujours debout, les mains plaquées gelées contre le mur. Il ne bougeait pas. Mais maintenant, il était accompagné d'une deuxième personne. La femme qui se tenait dans un coin s'approcha et se plaça à côté de lui, posant également ses mains contre le mur. Ils se tenaient maintenant tous les deux, comme s'ils essayaient donc de retenir quelque chose ou, au contraire, de le pousser. Le processus d'extraction m'a semblé durer une éternité. Finalement, la tête du manipulateur avec le cube coincé dedans est apparue à travers la grille d'aération. Un des techniciens, avec ses gants de protection épais, l'a pris avec précaution et l'a mis dans un conteneur hermétique en plomb. La mission était accomplie quand on est de remonter. Le jour se levait déjà. Le conteneur a été immédiatement transporté dans le laboratoire mobile du Dr Red. Nous, qui avions participé à l'opération, avons été envoyés pour un examen médical obligatoire et un interrogatoire psychologique. Les médecins nous ont posé des questions standards, mais je voyais dans leurs yeux la même inquiétude que chez tous les autres. Les résultats de l'analyse initiale du cube sont arrivés vers midi. Ils étaient à la fois surprenants et complètement inutiles. L'objet était fait d'un alliage qui ne correspondait à aucun alliage connu sur Terre. Il contenait du tungstène, de l'osmium et quelques autres éléments, mais leur structure cristalline était telle qu'elle était considérée comme physiquement impossible. Il n'avait ni soudure, ni joint, ni aucun signe d'assemblage. Il était parfaitement solide. Il n'émettait aucune radiation, ne créait aucun champ électromagnétique et ne disposait d'aucune source d'énergie interne. À température ambiante, il était froid au toucher, bien plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Il était complètement inerte, un morceau de métal étrange et sans vie, mais on savait qu'il n'était pas mort. Vers le soir, l'ambiance à la base est devenue encore plus tendue. Des pannes ont commencé. Rien de grave, juste des petits trucs énervants. La moitié de la base a perdu l'accès au réseau pendant 1 heure. Le système de purification de l'eau a eu un bug et l'eau avait un goût de métal. Les systèmes de navigation de plusieurs voitures sont devenus fous, indiquant qu'on était au milieu de l'océan Pacifique. Le colonel Grant a mis tout ça sur le compte de la surtension du matin. Mais il y avait trop de coïncidences. J'étais assis dans mon module d'habitation temporaire, essayant de mettre de l'ordre dans les plans et les schémas. Je regardais encore et encore le plan du complexe souterrain, des conduits de ventilation. Pourquoi étaient-ils là? Ils semblaient superflus pour un système aussi fermé. J'ai commencé à noter leur emplacement sur une feuille, séparée. Un conduit, puis un deuxième, un troisième. J'ai noté tous les points d'entrée connus. Et puis j'ai vu ça. Ils n'étaient pas disposés de manière aléatoire. Ils formaient un motif, parfaitement symétrique. Ce n'était pas un schéma technique. Cela ressemblait à une carte électronique. Une immense carte électronique, dans laquelle le couloir était simplement un chemin et la pièce avec les gens était le processeur central. Et à ce moment-là, j'ai compris autre chose. On n'avait ouvert qu'un seul conduit d'aération. Et il y en avait plus d'10. Et si
Et si chacun d'eux contenait un cube identique? Et si on n'avait pris qu'un seul petit élément d'un énorme mécanisme qui nous échappait complètement? J'ai attrapé mes croquis et je me suis précipité dehors en direction du wagon de commandement de Thompson. Je devais lui montrer ça. En passant devant le module médical, la porte s'est ouverte et l'un des scientifiques qui travaillait dans le couloir le matin a été sorti. Il était pâle, le regard vide, et marmonnait quelque chose. Quand il m'a rejoint, j'ai entendu ce qu'il disait. « À l'intérieur des murs », murmurait-il. « C'est à l'intérieur des murs. » Je me suis figé. Ces mots ont résonné en moi, se superposant au dernier mot de Kevin. « À l'intérieur ». Avant d'arriver au quartier général, je me suis arrêté. Le ciel au-dessus du désert était rouge sang à cause du coucher du soleil. La même teinte rougeâtre que l'éclairage du couloir après qu'on ait récupéré le cube. J'ai regardé ma main, et pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma peau était devenue aussi pâle et cireuse que celle des gens derrière la vitre. J'ai cligné des yeux et l'illusion a disparu, mais la sensation de froid et de moiteur est restée. On pensait les étudier en prenant une partie de leur monde. Mais qu'est-ce qui se passerait si, en l'apprenant, on avait laissé une partie de leur monde entrer dans le nôtre? Soudain, une sirène retentit dans toute la base. Ce n'était pas une alerte incendie, ni un signal d'attaque. C'était un autre son. Grave, long, rugissant. Je vis des gens sortir en courant des modules, regardant autour d'eux avec panique. La voix du colonel Grant, déformée par les interférences, retentit dans le haut-parleur. Que tout le monde reste à son poste. Ce n'est pas un exercice. Nous avons une fermeture non autorisée du sas principal. Je me suis retourné vers l'endroit où se trouvait l'entrée du souterrain. Des lumières de rouge clignotaient. Le sas principal, une lourde porte en acier, en bas, derrière l'escalier. Je compris ce que cela signifiait. Le système n'était plus en défense. Il était passé à l'attaque. Il nous avait coupé de son secret le plus précieux. Ou pire encore, il venait de nous enfermer dehors, avec tout ce que nous avions sorti de là. Le hurlement des sirènes s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé, laissant derrière lui un silence sifflant et surnaturel. La voix du colonel Grant dans les péchonnets haut-parleurs, cependant, ne s'est pas tue, donnant des ordres clairs et saccadés. La base est passée en mode d'isolement total. Personne n'entrait ni ne sortait. Tout le monde a arrêté de bosser. J'ai couru jusqu'au poste de commandement, installé à l'entrée du souterrain. C'était le chaos organisé. Les ingénieurs et les soldats se sont rassemblés autour de la trappe qui menait vers le bas. Sur le grand écran connecté à la caméra qu'on avait laissée sur la plateforme inférieure, on pouvait voir ce que Grant criait. La porte massive et hermétique, qui avait toujours été ouverte, était maintenant fermée à clé. Elle semblait avoir fait partie du mur depuis le début. « Au rapport !» a hurlé Thompson en surgissant derrière moi. « Elle s'est simplement fermée, monsieur », a répondu l'un des techniciens sans quitter l'écran des yeux. « Aucun avertissement. Le mécanisme a été actionné de l'intérieur. Il n'y a pas de commande extérieure. On ne peut pas l'ouvrir d'ici. » « Essayez de la découper », ordonna Thompson. 2 soldats, équipés d'un coupe-boulon, descendirent maladroitement l'escalier. Lorsqu'ils s'approchèrent près de la porte, la même chose se produisit qu'avec la vitre. À environ 1,50 m, la flamme du coupe-boulon vacilla et s'éteignit. La tentative de la rallumer échoua. « Ça ne marche pas, monsieur », dit l'un d'eux dans la radio. « Le système d'allumage est en panne. » Ils ont essayé d'utiliser un écarteur hydraulique portable, un mâchoire de survie. Quand ces puissantes pinces ont touché le métal de la porte, des étincelles bleues ont jailli du boîtier de l'outil, qui est trop mort. Le colonel Grant jura. « Elle est sous tension ?»« Non, monsieur, » répondit le technicien. « Nos capteurs n'indiquent rien. On dirait qu'elle désactive tout ce qui la touche. » Nous étions coupés du monde. Le mur qu'on avait enfoncé pour entrer était maintenant scellé de l'intérieur
encore plus solidement qu'avant. L'inquiétude qui régnait auparavant dans la base fit place à quelque chose de plus grave, le sentiment d'être pris au piège. Le docteur Reid émit une hypothèse qui sembla la plus plausible à tout le monde. On a enfreint les règles, on a piraté leur système et on a pris un de ses composants. En réponse, le système s'est isolé pour empêcher toute nouvelle intrusion. Elle se protège, conclut Thompson d'un ton sombre. Ou elle nous punit, ajouta Reid à voix basse en regardant vers son laboratoire, où se trouvait le conteneur avec le cube. Elle nous a laissés seuls avec ce que nous avons pris. Ces mots se révélèrent prophétiques. Au soir du premier jour, après la fermeture du sas, le cube dans le laboratoire cessa d'être inerte. Au début, les microphones les plus sensibles captèrent une vibration à peine audible provenant du conteneur en plomb. La fréquence était super basse, à la limite de l'audible, mais elle était stable. Puis, sa température, déjà anormalement basse, a commencé à baisser encore plus. Pendant la nuit, une couche de givre s'est formée à l'extérieur du conteneur, alors que la température était maintenue à température ambiante dans le labo. Le cube reprenait vie, et avec lui, la paranoïa reprenait vie à la base. La nuit, le premier incident grave s'est produit. Pas une crise de panique comme celle de Kevin, mais quelque chose de bien plus bizarre. Le docteur Carlsen, un des physiciens principaux du projet, un homme calme et posé d'une 50aine d'années, est sorti de son module et s'est dirigé tranquillement vers l'entrée bouclée du souterrain. Il passa devant les gardes qui, surpris par son air déterminé, ne réagirent pas tout de suite. Il s'approcha de la trappe, s'agenouilla et colla son oreille contre celle-ci. Quand les soldats de Grant arrivèrent pour l'emmener, il ne résista même pas. Il les regardait simplement d'un air vide et répétait à voix basse la même phrase « Il faut le ramener. L'équilibre était rompu. Il faut le ramener. » Il le disait de la même voix, monotone et dénuée d'émotion que l'homme derrière la vitre avait utilisé pour prononcer le nom de Kevin. Carlsen fut emmené à l'infirmerie sous l'effet de puissants sédatifs. Cet incident affecta le personnel plus que toutes les pannes procédurales précédentes. Désormais, la menace n'était plus seulement extérieure, invisible, affectant le psychisme. Elle avait trouvé une voie et un but. Elle avait commencé à donner des ordres. Le deuxième jour commença par un confinement total. Grant interdit à tous les employés de quitter leur module d'habitation sans autorisation spéciale. On ne pouvait se déplacer dans la base qu'en groupe de 3. La tension psychologique était à son comble. Les gens sursautaient au moindre bruit. Beaucoup se plaignaient qu'un grondement sourd et grave provenant du cube était désormais audible dans toute la base, qu'il traversait les murs et leur perçait le cerveau. J'étais assis sur mes schémas, essayant de repousser l'angoisse grandissante. Ma théorie sur la carte imprimée était la seule chose à laquelle on pouvait s'accrocher. J'ai montré mes croquis à Thompson et Reid. Si c'est le cas, dit Reid en passant son doigt sur mon schéma, alors ce compartiment n'est pas juste une prison ou un labo. C'est le cœur de quelque chose de bien plus grand. Et les conduits d'aération, c'est son système nerveux ou son système sanguin. Et il peut s'étendre bien au-delà de cette boîte en béton. Cette idée était terrifiante. Nous pensions creuser près de l'anomalie. Et si nous avions installé notre campement juste dessus? Et si toute cette partie du désert faisait partie d'un mécanisme gigantesque et incompréhensible qui était simplement en sommeil avant notre arrivée? On a commencé à comparer mon schéma avec les cartes sismiques et géoradars faites les premiers jours. Et les motifs ont commencé à correspondre. Les lignes de densité anormale du sol, qu'on avait auparavant attribuées à des particularités géologiques, reproduisaient exactement les courbes des pistes que j'avais dessinées. Le système était énorme, et on était en plein milieu. Le soir du deuxième jour,
La situation est devenue insupportable. Le système de communication avec le monde extérieur est tombé en panne. Les antennes paraboliques ont cessé de capter le signal les unes après les autres. On était complètement coupé du monde. L'infirmerie comptait déjà 5 patients présentant des symptômes similaires à ceux de Carlsen. Ils étaient assis dans leur chambre, se balançant d'avant en arrière, marmonnant quelque chose à propos d'un circuit incomplet et d'une chaîne rompue. J'étais dans le labo avec Red quand ça s'est produit. On était près du conteneur en plomb. Le givre qui s'était formé dessus était si épais qu'il ressemblait à un tas de neige. Un grondement sourd est devenu presque palpable, vibrant dans notre poitrine. Et soudain, sur la surface parfaitement lisse et mate du cube, que nous voyions à travers le petit hublot du conteneur, une fine ligne est apparue. Elle brillait d'une lumière rougeâtre et terne, la même que celle que nous avions vue dans le couloir. La ligne est apparue un instant, dessinant l'un des bords du cube, puis s'est éteinte. « Il fait quelque chose », a chuchoté Red. « Il échange des infos, il se connecte à quelque chose. » On regardait ce morceau de métal froid et mort qui avait soudain cessé d'être mort. 48 heures qui s'étaient écoulées depuis la fermeture du sas, à la minute près. Soudain, tout s'arrêta. Le bourdonnement qui nous avait assourdis pendant 2 jours disparut. Les vibrations cessèrent pas. Le technicien qui surveillait les capteurs s'écria « La température du cube revient à la normale. Il est à nouveau inerte. » Le givre sur le conteneur commença à fondre. Dans le silence qui suivit, la voix dans la radio retentit de manière assourdissante. C'était l'opérateur qui surveillait en permanence la caméra sur la plateforme inférieure. « Monsieur » sa voix tremblait d'incrédulité. « Monsieur, vous devez voir ça. » Thompson, Red et moi, nous précipitâmes vers le moniteur principal dans la salle de contrôle. L'image de la caméra était stable, l'escalier, la plateforme et le mur. Mais ce n'était plus un mur. La porte massive et hermétique était ouverte. Elle était juste là, dans la même position qu'avant de se refermer 2 jours plus tôt. Derrière elle, on voyait le vide sombre du couloir. Pas un bruit, pas un mouvement. Elle s'était juste ouverte. On restait là à regarder l'écran, incapable de dire un mot. On avait passé 2 jours à essayer d'ouvrir cette porte. Pendant 2 jours, elle avait été une forteresse imprenable. Et maintenant, elle était grande ouverte, accueillante. C'est à ce moment-là que j'ai compris toute l'horreur de la situation. J'ai regardé Thompson, Red, et j'ai vu dans leurs yeux la même compréhension qui avait germé dans mon esprit. On s'était trompé. Tout ce temps, on avait pensé que le système s'était verrouillé pour se protéger de nous. Mais si c'était le contraire, elle ne nous avait pas enfermés dehors, elle avait enfermé quelque chose à l'intérieur. Elle effectuait un processus interne, un calibrage ou une réinitialisation pour lequel elle avait besoin d'une isolation totale. Un processus que nous avions déclenché en prenant le cube. Elle a été occupée pendant 2 jours. Et maintenant, elle avait terminé. Elle avait rouvert la porte. La question n'était pas de savoir comment entrer. La question était de savoir ce qui pouvait bien sortir de là. Personne ne bougeait. On restait debout dans le poste de commandement, les yeux rivés sur l'écran qui montrait le passage ouvert vers le souterrain. Le silence était total. Les systèmes de la base qui jusqu'alors tombaient en panne les uns après les autres, fonctionnaient maintenant parfaitement. La paranoïa et les chuchotements qui avaient tourmenté le personnel ces 2 derniers jours avaient là disparu, comme si on avait coupé le courant. Il ne restait plus qu'un vide retentissant et une porte ouverte menant à l'obscurité. Le colonel Grant fut le premier à reprendre ses esprits. Il commença à donner l'ordre à ses hommes de prendre des positions défensives autour de la trappe, pas pour l'assaut, pour la retenir. Personne ne savait à quoi s'attendre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je à Thompson, même si ma question était plutôt rhétorique. Il n'existait aucun protocole pour une telle situation.
Thompson et Celie restaient silencieux pendant un long moment, les yeux rivés sur l'écran. « On doit savoir ce qui a changé là-bas », a-t-il fini par dire. « Mais je n'enverrai personne là-bas. Préparez un drone, le plus petit et le plus silencieux qu'on ait. Juste une caméra et des capteurs, pas d'armes. La préparation a pris environ 1 heure. On a choisi un petit drone de reconnaissance sur roue, de la taille d'une boîte à chaussures. Je me suis porté volontaire pour le piloter. Je sentais que je devais mener cette mission à bien. J'étais assis derrière le pupitre dans le wagon qui servait désormais de centre de contrôle. Thompson, Reid et Grant se tenaient autour de moi. L'écran principal affichait l'image filmée par la caméra du drone. « Je commence la descente », ai-je dit. Le petit drone a délicatement quitté la plateforme pour se poser sur la première marche de l'escalier, puis a commencé à descendre en se balançant. 30 pieds l'un de plus bas. Il a atteint la plateforme inférieure et s'est arrêté devant le sas ouvert. Tout était comme avant. « J'entre dans le couloir », ai-je signalé. Le drone a franchi le seuil. L'image de la caméra n'a pas changé. Toujours le même long couloir gris et stérile. Mais quelque chose n'allait pas. « Attendez !» a dit le docteur Reid. « L'éclairage. » Elle avait raison. La lumière terne et uniforme qui venait du plafond avait disparu. Le couloir était complètement sombre. On ne le voyait que grâce à la puissante lumière infrarouge du drone. Les capteurs de température indiquent une baisse de 10 degrés par rapport aux dernières mesures, a dit un des techniciens. Et l'humidité est presque nulle. L'air est complètement sec. J'ai lentement fait avancer le drone. Ces petites routes et tontes roulaient sans bruit, sur le sol lisse. Le silence était total. Même le léger ronronnement de la ventilation, qui faisait partie intégrante de cet endroit, avait disparu. Le système de survie avait été coupé. 150 pieds. Le drone a atteint le bout du couloir et s'est arrêté devant une grande paroi vitrée. J'ai dirigé la caméra vers la pièce et nous avons vu. Elle était vide. 7 personnes, 4 hommes, 3 femmes, de simples chaises métalliques. Tout avait disparu. La pièce était complètement vide, comme si on avait enlevé tous les meubles et lavé les sols. 7 personnes qui étaient là depuis au moins 1974 s'étaient tout simplement évaporées. « Où ont-ils bien pu passer ?» murmura Grant. « Il n'y a pas d'autre sortie. »« Jack, inspecte les lieux, » ordonna Thompson. Sa voix était tendue. « Scanne les murs. » Lentement. Je commençai à faire un panoramique. La caméra du drone se déplaça lentement le long des murs de la pièce vide. Le mur de gauche était lisse, sans aucune fissure. Le mur de droite était identique. La vitre à travers laquelle on regardait était toujours là. J'ai tourné la caméra vers le mur du fond, le mur contre lequel un homme et une femme avaient appuyé leurs mains pendant qu'on sortait le cube. Et on l'a vu. Un encadrement de porte, un rectangle parfait, découpé dans le mur. Il n'était pas là avant, j'en étais sûr. Ça ne ressemblait pas à une porte faite par l'homme. Il n'y avait ni cadre, ni charnière, ni poignée. C'était juste un trou. Un trou menant à une noirceur absolue et impénétrable. La lumière du projecteur du drone semblait être aspirée par le trou sans se refléter. Les capteurs ne pouvaient donc pas déterminer la distance qui nous séparait de ce qui se trouvait derrière. Ce n'était pas une pièce, c'était le néant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Reid d'une voix tremblante. Personne ne répondit. Nous regardions ce rectangle de ténèbres, et nous savions tous que c'était la réponse. La pièce n'était pas une prison. C'était une antichambre, un sas, et les 7 personnes n'étaient pas des prisonniers. Elles étaient en attente, ou des clés, et les 2 jours d'isolement étaient nécessaires pour ouvrir ce passage. « Ramenez-le », dit Thompson à voix basse, tout de suite. Je fis faire demi-tour au drone et le ramenai dans le couloir. Sur le chemin du retour, en passant devant la grille d'aération que nous avions ouverte, je dirigeai la caméra vers elle pendant 1 seconde.
L'ouverture était vide. La rayure laissée par le cube sur le sol du conduit d'aération avait disparu. La surface était à nouveau parfaitement lisse. Quand le drone est arrivé sur le palier, un dernier truc s'est passé. Sans bruit et en douceur, comme elle s'était ouverte, la lourde porte hermétique s'est refermée derrière lui. On a entendu un clic sourd que l'on a même entendu à travers le micro du drone. Le système s'était à nouveau verrouillé. Cette fois, j'avais le sentiment que c'était pour de bon. Le lendemain, on a commencé à démonter la base. Une nouvelle équipe de personnes en combinaison est arrivée et a pris le contrôle de tout. Tous les employés, y compris moi-même, Thompson, Reid et Grant, ont été convoqués un par un pour un dernier interrogatoire. Ce n'était pas un interrogatoire, mais une lecture de sentence. On nous a expliqué qu'il n'y avait jamais eu aucun site. Il n'y avait eu aucune enquête. On avait travaillé sur un projet de conservation normal qui avait été mené à bien. Toute tentative de révéler quoi que ce soit d'autre serait considérée comme une trahison envers l'État, avec les conséquences que cela implique. Les documents qu'on a signés cette fois-ci ne laissaient aucun doute sur la gravité de ces menaces. On m'a renvoyé chez moi le soir même. Je n'ai jamais revu Thompson ni le docteur Reid. Mon entreprise a reçu une énorme prime pour exécution anticipée des travaux et l'ordre strict de ne plus jamais participer à des appels d'offres publiques dans cette région. 6 mois ont passé. J'essaie de vivre une vie normale, mais ça ne marche pas vraiment. J'ai démissionné et déménagé dans un autre état. Je ne dors pas la nuit, mais pas à cause de cauchemars. Je reste juste allongé, à regarder le plafond et à réfléchir. Je ne sais pas ce que c'était, une expérience ratée ou, au contraire, réussie. Un contact avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais une chose est sûre. Avant que la base soit définitivement détruite et que l'entrée du souterrain soit recouverte de milliers de tonnes de béton, j'ai parlé une dernière fois à l'un des techniciens du laboratoire, Reid. Il avait peur et voulait se confier. Il m'a dit qu'avant qu'on leur enlève le cube, ils avaient fait un dernier scan super minutieux. Une fois la porte ouverte et fermée, une nouvelle marque est apparue sur l'une des faces, qui était auparavant parfaitement lisse. Une gravure minuscule, presque invisible. C'était une carte du ciel étoilée, avec un point marqué. Ce n'était pas notre système. L'étoile indiquée par la carte se trouve dans la constellation de la Serpente, à environ 70 années-lumière de la Terre. 70 années-lumière. Le compartiment avait été hermétiquement scellé en 1974. Un calcul simple montre que la lumière ou tout autre signal se déplaçant à la vitesse maximale aurait mis environ 50 ans pour arriver jusqu'à nous s'il avait été envoyé à peu près à cette époque. On dirait que le signal est arrivé, quelqu'un l'a reçu et a ouvert la porte.